qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui ne marche pas, pourquoi est-ce qu'on a besoin de réformes et pourquoi est-ce qu'on n'y arrive pas. Il y a un écocide. La Turquie, le Japon, la Chine. Et rien ne doit freiner le combat pour la place des femmes dans notre société. Alors vous voulez qu'on donne un coup de main au changement après que le changement ait échoué. Il faut qu'on parle de tout ça, non ? Mes amis, au secours. Une femme vient de mourir gelée cette nuit à 3 heures sur le trottoir du boulevard Sébastopol, serrant sur elle le papier par lequel, avant-hier, on l'avait expulsée. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ravi de vous accueillir pour ce premier numéro du podcast des jeunes de Terra Nova. Alors, qu'est-ce que c'est que ce nouveau podcast ? Eh bien, ce sont les jeunes de Terra Nova qui se sont décidés à partir à la rencontre de la société civile, la société qui s'implique dans les politiques publiques, sur le terrain ou auprès des décideurs. Celle qui, comme Terra Nova, a pour but de produire et de diffuser des solutions politiques innovantes en France et en Europe. Alors pour cette première séquence, on s'est interrogé sur le thème que l'on voulait aborder et finalement c'est l'actualité qui nous a rattrapés. D'abord à travers le Conseil national de la refondation et plus récemment à l'occasion du discours de politique générale de Gabriel Attal, Premier ministre. Alors vous le devinez peut-être, on va parler du logement social aujourd'hui et pour ce faire nous accueillons Laurent Goyard, directeur général de la Fédération nationale des offices publics de l'habitat. Bonjour Laurent. Alors avec vous Laurent, on va parcourir le monde du logement social aujourd'hui et vaste tâche, on va tenter de le rendre un peu plus clair pour nos auditeurs. On parlera notamment de son histoire, de ses enjeux et des perspectives d'avenir. Alors merci d'être avec nous. Alors pour débuter notre aventure, cher Laurent, on va d'abord revenir sur l'histoire du logement social en France. Est-ce que vous pouvez revenir sur l'apparition des premiers logements sociaux en France et en Europe ? C'est un mouvement finalement qui est né en Europe, en Autriche tout particulièrement, plutôt à la fin du XIXe siècle. Il y avait deux courants en fait, qui sont mobilisés pour créer des logements pour les ouvriers. On n'appelait pas ça évidemment le logement social, c'est le logement pour les ouvriers. Un courant plutôt socialiste, donc, qui souhaitait donc, pouvoir finalement sortir les ouvriers des taudis, du logement insalubre, etc. Et un courant plus paternaliste, mené par le patronat, qui se disait qu'effectivement, pour produire, il fallait des personnes en bonne santé, etc. Et donc, on a comme ça, à la fin du 19e, deux mouvements qui ont contribué à créer les premiers logements pour les ouvriers. C'était vraiment l'objectif. Et puis, avec une dimension hygiéniste assez forte, c'était de dire, bah oui, il faut que les gens soient en bonne santé pour travailler. Et en plus, on pourrait leur apporter aussi la culture, l'école pour leurs enfants, la santé. Et donc, globalement, un mouvement qui dépassait le simple cadre du logement et qui a pris une dimension donc, plus importante encore lors du début du XXe siècle, avec la création donc, du secteur public du logement social en 1912. C'est la loi Bonnevet, pour que effectivement, les collectivités locales et l'État investissent dans le logement des ouvriers. Alors, au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, tout de suite une situation de crise apparaît et elle se matérialise par une insuffisance de conditions sanitaires. Donc, la moitié des logements est surpeuplée et il n'y a pas nécessairement ni de baignoire, ni de douche, ni de WC. Également, il y a le baby-boom au même moment qui induit des bouleversements démographiques. Comment est-ce qu'à ce moment-là, les pouvoirs publics répondent-ils à ces enjeux démographiques et sanitaires en fait ? Bien, écoutez, il y a eu là aussi plusieurs mouvements qui se sont créés en parallèle, de façon presque simultanée. Il y a là encore la volonté d'une partie du patronat d'aider au logement des salariés, des ouvriers. À l'époque, il n'y avait pas de chômage. Et puis, il y avait effectivement l'énorme masse de nos concitoyens plus logés, suite donc aux destructions, etc. Et qui se retrouvaient donc dans des logements insalubres, un peu partout sur le territoire, et notamment dans les grandes villes. Et donc, dans les années 50, j'allais dire que le problème n'avait pas été pris tout à fait à la hauteur de sa dimension. Et c'est vraiment, je pense qu'il y a eu l'appel de l'abbé Pierre, qui est dans les mémoires de tout le monde. La Fondation Abbé Pierre joue un rôle très important encore dans le mouvement associatif et dans le mouvement social dans notre pays. Il y a eu une prise de conscience finalement qu'il fallait investir massivement dans le logement. Et à cette époque-là, il y avait aussi des architectes, des urbanistes qui avaient réfléchi à l'industrialisation du logement, à la façon de construire plus rapidement des logements confortables, avec des salles de bain, des sanitaires, ce que vous évoquiez. Et donc, il y a eu un espèce d'élan collectif pour construire massivement
des logements qui aujourd'hui d'ailleurs ont démoli aussi massivement. Alors en 1954, donc cette vague de froid a sévi, on a le célèbre, vous venez d'en parler, célèbre appel de l'abbé Pierre, donc on s'en souvient, mes amis au secours, une femme vient de mourir gelée. En quoi est-ce que cet événement il va constituer un tournant en matière de politique du logement ? Pourquoi est-ce qu'on se réfère encore à cet appel aujourd'hui encore ? Parce que tout simplement, l'abbé Pierre a mis en exergue un exemple qui a servi de symbole en fait, parce que c'était la situation de milliers de personnes, sans compter les centaines de milliers de personnes, voire les millions de personnes qui étaient mal logées, parce que le pays sortait d'une période de guerre et de privation. Donc je pense qu'à un moment, cette vague de froid spectaculaire, qu'on connaîtra probablement plus jamais, en tout cas cette vague de froid spectaculaire, a mis en évidence que les gens étaient mal logés, mais qu'en plus ils mouraient de ce mal logement. Et là, cette prise de conscience, elle est toujours là, parce qu'aujourd'hui, il y a toujours des gens qui dorment dans la rue. En tant que Parisien, on est bien placé pour le savoir. Et voilà, donc ça résonne symboliquement avec force, parce que l'absence de logement et de logement salubre, c'était synonyme de mort, quoi. Donc un logement, ça doit être synonyme d'épanouissement. Donc là, il y a une prise de conscience, et puis il y a un mouvement social fort, avec des politiques qui ont décidé effectivement de massivement construire à grande vitesse, à grande échelle. Et donc, on a construit dans les années 60 des immeubles qu'on démolit aujourd'hui pour d'autres raisons, mais qui ont permis de loger. Moi, j'ai rencontré, quand j'habitais à Lille, des locataires qui me disaient, moi, je suis sorti de mon bidonville pour aller dans la HLM, j'étais fonctionnaire de la ville de Lille, j'étais ouvrier chez Peugeot, etc., ouvrière du textile. Je suis passé de la misère à un logement avec salle de bain, cuisine, WC, avec des chambres pour mes enfants, etc. Donc voilà, donc ça a été un effort de la nation considérable. Je crois qu'en termes de logement, on n'a jamais fait aussi vite, aussi bien, et on a commis des erreurs, mais on y reviendra par la suite, bien évidemment. Alors, je vous propose maintenant d'arriver jusqu'à notre époque. Alors, vous l'avez dit, l'État a répondu comme il pouvait aux multiples crises du logement pendant la deuxième moitié du XXe siècle. Néanmoins, à l'aube du XXIe siècle, deux phénomènes sont apparus. Une nouvelle crise du logement marquée par une hausse généralisée des prix immobiliers et par un durcissement des conditions d'accès au logement pour les ménages modestes, et une répartition des logements sociaux sur le territoire qui n'est pas uniforme. Encore en 2018, une étude de l'OFCE montrait que la ségrégation sociale n'avait pas évolué depuis le début des années 80. Au contraire, cette étude suggère même que le phénomène de ségrégation s'est principalement accentué dans certaines, entre guillemets, enclaves, où la part des immigrés non européens est très concentrée. Dans quelle mesure la loi SRU, qui a été votée en 2000, vient, elle, répondre à cette nouvelle crise du logement et aux problèmes de ségrégation spatiale ? Là, vous abordez beaucoup de sujets, et je pense qu'on peut peut-être y répondre point par point, mais déjà, je voudrais quand même évoquer la loi SRU comme aussi. Enfin, cette loi, depuis qu'elle a été adoptée, a permis de faire en sorte que la moitié des logements HLM construits depuis l'aient été dans des communes qui comptaient peu de logements HLM. Donc, quelque part, je ne sais pas si elle a contribué à réduire la ségrégation sociale, etc. Mais en tout cas, si elle n'avait pas eu lieu, je pense que cette ségrégation serait beaucoup plus grande. Donc c'est vraiment positif. Alors évidemment, on regarde toujours ce qui ne fonctionne pas et les communes qui n'ont pas répondu à leurs obligations malgré les assouplissements apportés dans la loi, notamment pendant le premier quinquennat du président Macron. Mais cette loi SRU, c'est vraiment quelque chose qui a permis de faire en sorte qu'on fasse du logement social là où il n'y en avait pas ou peu. Donc, de mieux le répartir. Mais concomitamment, on a eu une crise sociale et les gens qui habitent le logement social d'aujourd'hui ne sont pas tout à fait les mêmes que ceux qui l'habitaient dans les années 60-70. En fait, dans les années 60-70, il n'y avait que des salariés, fonctionnaires, salariés du privé dans le logement social. Et petit à petit, effectivement, on a eu aussi l'arrivée, enfin en tout cas le maintien de ces personnes et une augmentation massive des retraités, l'arrivée aussi et le logement des familles immigrées qu'on a fait venir pour le développement de l'industrie. Et d'ailleurs, on peut noter que une partie du logement social, notamment contrôlée par le patronat, le fameux 1% logement, a construit des immeubles dédiés pour les entreprises, pour loger les ouvriers de Citroën, etc., etc. Donc contribuant quelque part à créer cette ségrégation. Et voilà, donc aujourd'hui, s'il n'y avait pas eu la loi SRU, eh bien, ce serait bien pire, parce qu'on aurait peut-être continué, en fait, on aurait produit 600 000 logements sociaux de plus dans des villes qui en ont déjà beaucoup. Là, on a quand même des communes. Moi, j'ai travaillé 25 ans à Lille, dans une métropole où une dizaine de communes qui avaient peu de logements sociaux ont atteint le seuil des 25%.
grâce à cette loi et grâce aussi à la volonté des élus locaux de travailler ensemble sur ces sujets-là. Donc, c'est quelque chose de très important qui a permis aussi d'envoyer des signaux. Le logement social, c'est pas uniquement pour tel ou tel type de ville. Il faut que aujourd'hui, compte tenu de la demande de logement et des personnes qui sont éligibles au logement social, il faut en construire partout, et notamment là où les besoins en logement sont les plus importants. Merci beaucoup Laurent pour ce pan d'histoire méconnu mais ô combien important pour notre patrimoine commun. Nous, on se retrouve bientôt pour la suite de cette aventure dédiée au logement social.